Il l'avait annoncé, il l'a fait. Le Premier ministre Moussa Mara est depuis cet après-midi à Kidal où il a rencontré l'administration. Pour le chef du gouvernement, il s'agissait de s'assurer que l'administration est dans la ville malienne de Kidal. Nous entendrons Moussa Mara dès le début de cette édition. Faire le point de la mise en œuvre des questions sécuritaires et humanitaires dans les régions du Nord. Le sujet regroupe depuis cet après-midi Maliens et Algériens. C'est à la faveur de la 3e réunion du comité bilatéral stratégique des deux pays. Le large bande au service du développement, c'est le thème de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information célébrée aujourd'hui. Ici au Mali, l'événement a été marqué par une conférence débat sur le sujet. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme promis, le Premier ministre accompagné de plusieurs membres du gouvernement est arrivé aujourd'hui à Kidal. Moussa Mara s'est rendu au début d'après-midi au gouvernorat de la ville où il a échangé avec l'administration régionale. Au même moment, des coups de feu étaient entendus dans la ville aux environs de 16h30. Nous avons pu joindre le Premier ministre au téléphone. Moussa Mara, il s'agissait donc de s'assurer que l'administration malienne est dans la ville malienne de Kidal. Nous écoutons le chef du gouvernement au téléphone de Kessira Emmanuel Dambélé. Je suis bien assis dans le bureau du gouverneur de Kidal. C'est vrai, sous des tirs nourris d'armes légères et d'armes lourdes, mais cela n'est pas bien grave. Le plus important est que l'ensemble de la délégation gouvernementale, tous les ministres, plus moi-même, nous sommes arrivés à Kidal aux alentours de midi et demi. Nous sommes allés dans le camp numéro 1 de l'armée discuter avec les militaires et nous sommes aujourd'hui au gouvernorat en ce moment-là pour échanger avec l'administration. Parce que comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit hier à Tombouctou, le but de notre visite n'est pas autrement que de venir nous assurer que l'administration malienne fonctionne dans la ville malienne de Kidal. Que les Maliens de Kidal bénéficient des mêmes services que les Maliens de Kaï, de Sikasso ou de Mopti. En tant que chef de l'administration, nous avons estimé normal et même obligatoire que de venir à Kidal nous assurer que les choses fonctionnent. Je l'ai dit tout à l'heure, vous entendez sans doute des bruits d'armes. C'est bien dommage, mais c'est aussi cela la réalité ici. Et il faut que nous fassions en sorte que dans les jours à venir, les Kidalois n'aient pas l'habitude des armes. Parce que personne ne doit avoir l'habitude des armes. Les armes, c'est de la destruction. Nous voulons construire. Nous voulons construire un Mali unique. Nous voulons construire un Mali divers où le choix ne se fera pas en fonction de la peau, de la couleur ou de l'opinion politique, mais en fonction des compétences et des engagements pour la construction de notre pays. Donc nous sommes venus humblement avoir ces discussions. Le gouverneur s'est exprimé, le personnel de l'administration s'est exprimé. Nous avons eu des échanges très fructueux et nous partons d'ici vraiment de cœur léger et l'esprit d'avoir accompli un acte qui est normal, mais un acte qu'on attendait depuis longtemps. Nous savons l'État que... Oui. est à Kidal et Kidal reste toujours comme ça a toujours été le cas malien. Nous savons que depuis un certain temps, certains cadres ont rejoint leur poste dans la ville, dans la région. Est-ce qu'après l'échange que vous avez eu aujourd'hui avec les cadres régionaux, vous êtes satisfait du niveau de présence de l'administration dans cette zone? Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du niveau de présence, mais ce niveau de présence doit être sans doute amélioré. Parce que comme je l'ai dit, les conditions de sécurité ne sont pas optimales. Il faut que nous fassions en sorte que le niveau de présence soit amélioré, que nous revenions à ce qu'il était avant la crise. Que toutes les directions régionales, que toutes les administrations soient dotées d'effectifs comme il faut. C'est déjà pas mal ce qui est là, mais il y a encore des manques. Il y a aussi des difficultés en termes d'équipement, de matériel de transport, de matériel de bureau, de meubles. Nous avons souhaité que l'ensemble des administrations, comme on l'a dit hier à Tombouctou, puissent remonter à leurs ministères respectifs leurs besoins, leurs attentes, leurs insuffisances, afin que dans les jours à venir, on puisse corriger cela rapidement. Je pense que l'objectif doit être de doter toutes les administrations de moyens nécessaires, quitte à marcher sur les procédures de marché public, parce qu'on sait que les procédures de marché public sont aussi souvent lourdes. Et dans un cas d'urgence, nous devons en tenir compte. Donc nous avons demandé à l'administration de nous donner ces informations. Dans les jours à venir, on va faire une réunion précise ministérielle à Bamako pour relancer
accroître la rapidité de la mise à disposition de ces biens et de ces effectifs aux administrations respectives. Oui, la présence de groupes armés encore toujours dans la ville, est-ce qu'on peut faire un lien entre ça aujourd'hui et puis les négociations que le Mali a engagées? Non, je pense que tout ce à quoi nous assistons en termes d'échange d'armes et d'échange de coups de fusil, d'armes légères et d'armes lourdes, ce n'est que la manifestation d'un désarroi. Moi, je le mets sous ce cas-là. Ce n'est que la manifestation d'un désarroi. Certaines personnes ont profité de la singularité de Kidal, ou certaines personnes ont voulu singulariser Kidal depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes voient un processus de retour à la normale, où Kidal ne sera pas plus différent que Taï ou Ségou ou ailleurs, où l'administration fonctionnera exactement de la même manière vis-à-vis des Kidalois comme vis-à-vis des Ségoviens ou autres. C'est leur manifestation, c'est leur désarroi. C'est comme les derniers cris d'un mourant. On va le mettre sous ce cadre-là. Cela ne nous impressionne pas. Cela ne nous impressionnera jamais. Le processus politique sera conduit exactement comme le président de la République l'a dit. Parallèlement au processus politique, la montée en puissance des forces armées de sécurité maliennes sera réelle. Parallèlement à cela, nous entamerons les actions de réconciliation, les actions de retour des réfugiés, de retour de la confiance, recoudre le tissu social, relancer le développement, parce qu'après tout, c'est le développement qui est le plus important aujourd'hui. Donc sur tous ces segments, le gouvernement sera présent sous la direction du chef de l'État qui nous a donné ces invitations et nous allons les suivre. Vous avez combien de membres du gouvernement avec vous actuellement à Kidal? Aujourd'hui, nous avons une dizaine de membres du gouvernement. Nous avons le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Énergie, le ministère de la Décentralisation, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Femme et de l'Enfant, le ministère de la Justice, le ministère de la Réconciliation nationale et le ministère de la Reconstruction du Nord. Voilà, le Premier ministre et les membres du gouvernement qui l'accompagnent sont au camp 1 de Kidal en ce moment sous la protection de l'armée malienne. Le Premier ministre appelle l'ensemble du peuple malien au calme et à la vigilance. Activité du président de la République, le chef de l'État a reçu cet après-midi à Koulouba 2 envoyés du secrétaire général de la francophonie. Ils étaient porteurs du message du soutien de Abdoul Diouf à l'endroit du président de la République. Ils ont également échangé sur les actions en cours au Mali, notamment le processus de reconstruction et de réconciliation. Ousmane Paye, conseiller spécial du secrétaire général de la francophonie, est au micro de Nyanya Aliou Traoré. À sa sortie d'audience, nous suivons. Je suis venu donc transmettre d'abord une correspondance du président Diouf à son Excellence le président de la République, mais aussi lui dire que nous sommes déjà partis à soutenir très fortement toutes les initiatives prises par le gouvernement du Mali sous l'impulsion de son président. Vous le savez, en termes de rétablissement de la paix dans le nord du Mali, cela nous importe énormément, mais aussi dans la consolidation de l'État malien. Cela est également très important pour nous. Le dialogue et la réconciliation. Je suis venu lui exprimer de la part du président Diouf à quel point tous nos mécanismes, tous nos moyens, toute notre expertise seront mis à la disposition du président, du gouvernement et du Mali pour faire avancer ces deux causes. Dans l'immédiat, qu'est-ce que la francophonie compte faire ici au Mali? Nous sommes dans une action de plaidoyer pour toutes les questions importantes, notamment politiques et diplomatiques, voire sécuritaires, qui concernent le Mali. Et comme vous le savez aussi, nous tenons beaucoup, après que cette situation soit revenue totalement au calme, à accompagner très fortement le président Ibrahim Boubacar Keïta. De la République, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier en audience l'ambassadeur du Qatar au Mali, une délégation des ministres des Affaires étrangères et plusieurs autres personnalités venues prendre part à la 2e réunion ministérielle de la plateforme de coordination des stratégies pour le Sahel et le commissaire européen au développement. Tous ont apprécié le système de bonne gouvernance de notre pays, Garibou Pérou.
Après une entrevue avec le porteur de message, Abdurrahman bin Ali Ajaz Al-Koubassi, ambassadeur du Qatar au Mali, le chef de l'État a accordé une audience à la délégation des ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux de la 10e réunion ministérielle de la plateforme de coordination des stratégies pour le Sahel. La délégation est venue indiquer au président les résultats de cette réunion. Nous avons fait deux choses importantes. D'abord, nous avons approuvé la feuille de route de la présidence malienne. Parce que c'est le Mali qui joue le rôle de coordination des pays du Sahel pendant 2 ans. Ensuite, nous avons apprécié le travail du secrétariat technique dont le rôle est de coordonner les différentes stratégies. Ils nous ont indiqué leur plan d'action. Dernière personnalité à être reçue par le chef de l'État, le commissaire européen au développement. À la tête d'une mission dans la région de Tombouctou, Andris Pibax a salué les efforts remarquables que le gouvernement malien est en train de déployer. Il s'agit de soutenir rapidement ces efforts. Oui, aujourd'hui, je fais le déplacement au Kungundam. Nous avons fait les reprises de grandes routes qui va relier en réalité Bamako à Tombouctou et les travaux sont déjà commencés. Maintenant, dans 2 ans, les routes vont être prêtes. Et je trouve que c'est un investissement majeur. Mais ce qui me plaît beaucoup, qu'il y a toutes les localités autour de cette ville et village qui sont venus nous féliciter et qui étaient très ravis que la vie reprendre, qu'il y a les travaux, qui ça marche, etc. J'ai visité aussi Tombouctou où j'ai vu déjà beaucoup de projets pour l'éducation ou aussi pour la restauration des patrimoines culturels qui s'avancent. À propos de l'achat de l'avion présidentiel, le commissaire européen au développement reste clair. Les procédures d'achat ont été respectées. Rien ne changera dans nos relations avec le Mali, a-t-il souligné. Il y a trois éléments que je voudrais. Le premier, que polémique, c'est bien, c'est la liberté de la presse, c'est l'expression d'avis. Ça veut dire Mali est un pays démocratique avec toutes les questions qui ont posées pour les gouvernements, pour les présidents, etc. Le deuxième, l'Afrique est complexe et bien sûr politique africain demande des déplacements très vite des présidents ou les gouvernements. Et malheureusement, le vol commercial, c'est pas vraiment ici. Comme je connais maintenant l'Afrique, quelquefois il faut aller en Europe et après revenir. Mais pour acheter ou pas, c'est une décision malienne. Et ce que je demande, est-ce que les achats est conforme avec la loi? Tous les partenaires m'ont conformé, oui, c'est en accordance avec les lois. Pour moi, j'ai reçu les réponses suffisamment et nous continuons notre appui à pays. L'aide au développement continue jusqu'en 2020 et même au-delà, rassure le commissaire. Mais la question la plus importante pour le cas précis du Mali est le renforcement de la croissance économique, un renforcement en phase avec la politique nationale de la promotion de l'emploi. Avant l'étape de Kidal, le chef de gouvernement était à Tombouctou où il a rencontré l'administration, les élus et la société civile de la région au centre d'échange, le redéploiement rapide de l'administration ainsi que les différents problèmes que rencontre l'administration au niveau régional. Le récit de nos envoyés spéciaux, Mamari Kone et Adama Kamara. Aucun acte de développement ne peut être posé sans le retour de l'administration dans les régions du nord de notre pays. En rencontrant l'administration, les élus locaux et la société civile de Tombouctou, le chef du gouvernement veut s'enquérir de l'état d'avancement du retour de l'administration. Tout ce dont on parle, dialogue, réconciliation, retour des réfugiés, reconstruction, action humanitaire, tout ça, c'est possible si l'administration est là. Parce que tout ce dont on parle est lié à la présence de l'administration. Si ce n'est pas l'administration qui induit, c'est l'administration qui met en œuvre, c'est l'administration qui accompagne, c'est l'administration qui suit, c'est l'administration qui s'assure que. Donc, il faut qu'on se comprenne, l'administration est l'alpha et l'oméga du retour, de la paix, de la quiétude, de l'entente au nord de notre pays. Dans ses propos introductifs, le gouverneur de région a dressé la situation sur le terrain.
Une situation pas très reluisante après la crise sécuritaire et humanitaire qui vient de secouer notre pays. Le colonel-major Mamadou Mangarde poursuivre que la reprise s'est faite à travers la mise en œuvre du programme d'urgence initié par le gouvernement. Selon lui, l'administration jouera sa mission régalienne en ayant comme viatique son engagement sans faille pour relever les défis. Le gouverneur a annoncé le retour progressif des 38 445 déplacés enregistrés. À la lumière des différentes interventions, l'on retient que le retour de l'administration se poursuit. Si à la direction régionale de la santé, 70% du personnel est sur place. À la direction régionale du génie rural, 8 agents sont présents sur les 12 quais contre le service. Au niveau des collectivités, le tableau n'est pas aussi reluisant. Le personnel est à 5 mois de retard de salaire. L'absence des services financiers handicap au dire du maire de la commune urbaine de Tombouctou, les collectivités dans le recouvrement des impôts et taxes. Les ministres des domaines concernés ont apporté des réponses aux différentes préoccupations soulevées. Il nous faut une véritable capacité aérienne. L'État est en train de travailler pour doter nos forces armées à moyens conséquents. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre devant les soldats et officiers à Tombouctou. Moussa Mara a félicité les FAMA pour le travail accompli malgré l'insuffisance de moyens. Adama Djimde. Ce que je vois ici, c'est qu'elle tient debout. Et elle tient de plus en plus debout. Nous, il nous reste à notre niveau à faire en sorte que ce rétablissement, ce renforcement, qui est réel, puisse continuer. Plus d'hommes formés, plus d'hommes à hauteur de souhait en termes de patriotisme, d'engagement patriotique pour le pays, équipés. Aujourd'hui, la guerre, il ne suffit pas seulement d'être motivé pour la mener de manière efficace, il faut aussi être équipé à hauteur de souhait. Doter des infrastructures, du matériel approprié pour continuer à nous défendre. Parce que notre défense doit relever de nous-mêmes. Et nous devons surtout compter sur nous-mêmes pour nous défendre. Donc ce que je viens de voir, c'est réconfortant. J'ai relevé un certain nombre d'insuffisances que nous allons nous atteler à réduire dans la mesure du possible. Sur le PM, les positions de l'armée malienne ont été endommagées par les djihadistes. Aujourd'hui, la solution semble être l'aviation. Et le colonel a bien dit que par rapport au Tétra, c'est une question de hangar, une question d'abri. Est-ce que cette question ne peut pas être solutionnée pour que l'armée dispose des tétras de reconnaissance? Cette question, plus d'autres, il ne faut pas seulement des tétras de reconnaissance, mais il faut des avions de transport de troupes, il faut des avions de combat, il faut des hélicoptères de combat. Nous l'avons aujourd'hui dans un contexte désertique où les territoires sont immenses. La force aérienne est décisive quelquefois. Elle permet de voir loin, elle permet de frapper avec un minimum de risque de perte. Elle permet surtout de créer l'instabilité psychologique chez l'ennemi, parce qu'on ne sait jamais d'où les forces aériennes peuvent surgir. Donc il est indéniable que ce qu'il nous faut aujourd'hui de manière prioritaire, c'est une capacité aérienne solide. Nous sommes en train de travailler à ça. Nous sommes en train de travailler jour et nuit à ça. Nous verrons le théâtre, qui n'est pas seulement Tombouctou, mais aussi la région de Gao et la région de Kidal, doté en moyens suffisants, en moyens importants et en moyens aériens, Inch'Allah. Nous sommes vraiment en train de travailler à ça. Le Premier ministre Moussa Mara au micro de Adama Djimde. Nous restons à Tombouctou, sur place plus de 1 milliard de francs CFA. C'est le coût d'une opération humanitaire destinée aux populations de la région. C'est une initiative de l'Arabie Saoudite à travers le PAM. Ce don est composé de 3700 tonnes de vivres. L'opération vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience des populations affectées par la crise. Compte rendu, Yaya Tandina. C'est un accueil des grands jours que les habitants de Kabara ont réservé à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en visite à Tombouctou. L'hôte a remis à travers le programme alimentaire mondial PAM 3700 tonnes de vivres composées de riz, de l'huile, du sel et du haricot. Une assistance pour manifester la solidarité du peuple saoudien avec ses frères du Mali. Cette cérémonie consacrée à la distribution de l'assistance humanitaire matérialisée grâce à l'exécution des directives du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdullah Ben Abdelaziz Al Saoud, en coordination avec le PAM Mali. Cette
humble cérémonie donc rentre dans le cadre d'une série d'actions humanitaires que mène le Royaume d'Arabie Saoudite. Une opération humanitaire qui a coûté 1,1 milliard de francs CFA vise à briser le cycle de la faim, sauver des vies et renforcer la résilience des populations. Comme d'habitude, nous demandons votre appui pour permettre à nos collègues de terrain de bien mener leur mission d'assistance alimentaire aux populations vulnérables de la région de Tombouctou. Soyez rassurés de la constante disponibilité du gouvernement malien à travers l'administration régionale et tous ses démembrements sur le terrain pour vous accompagner dans cette noble tâche. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, accompagné de son homologue palestinien Abdelkhalim Ewada, et l'équipe de PAM ont ensuite visité la cantine scolaire de Kabara, une référence dans la ville de Tombouctou. Le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation de parlementaires, a quitté Bamako en fin de matinée pour Abuja, dans la capitale du Nigeria. L'honorable Ishaka Sidibé prendra part le 19 mai à l'inauguration du siège rénové du Parlement de la CEDEAO et de la pose de la première pierre du complexe devant abriter les bureaux des bureaux parlementaires. Le président de la représentation nationale assistera également à la cérémonie d'ouverture solennelle de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO prévue le même jour au siège de l'institution. La deuxième réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel a pris fin hier ici à Bamako. Après les travaux, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et de la coopération internationale a rencontré la presse. Il avait à ses côtés l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel et le haut représentant de l'Union africaine. Écoutons le ministre Abdoulaye Diop au micro de Mamourou Sidibé. Suite à la crise malienne, les pays du Sahel ont estimé qu'il était extrêmement important de se mobiliser, de coordonner nos efforts pour faire en sorte que le Sahel puisse avoir l'attention requise de la communauté internationale, coordonner ses efforts et en même temps bénéficier d'un appui important de la communauté internationale. C'est à la suite de ça, il y a eu une visite le 5 novembre du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, accompagné du président de la Banque mondiale et du président de la Banque africaine de développement, pour discuter avec les responsables de la région sur la meilleure façon pour eux de pouvoir accompagner les efforts des pays du Sahel pour pouvoir créer en tout cas un momentum important pour le soutien aux efforts de développement de ces pays qui sont exposés à un certain nombre de vulnérabilités sur la question de sécurité. On a reconnu qu'il était important que la région du Sahel continue à bénéficier d'une mobilisation beaucoup plus importante de la communauté internationale et ce de façon coordonnée. Nous avons aussi noté qu'il y a un nombre de plus en plus important d'initiatives ou d'actions qui concernent la région du Sahel. Nous nous en sommes réjouis pour souhaiter que ces initiatives puissent être coordonnées, puissent parler et puissent créer une synergie pour pouvoir répondre aux attentes des populations du Sahel. Autre importante rencontre pour notre pays, ouverture cet après-midi de la 3e réunion du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie sur le nord du Mali. Les deux parties ont fait le point de la mise en œuvre des questions sécuritaires et humanitaires dans les régions au nord. La rencontre est co-présidée par le ministre algérien et malien en charge des affaires étrangères. C'est ce que nous dit Ramata Konati. Un mois après la rencontre d'Alger, Maliens et Algériens se retrouvent à Bamako pour faire le point des mesures prises en vue d'une paix durable au nord du Mali. La 3e réunion du comité bilatéral stratégique passe au peigne fin toutes les questions relatives au développement du septentrion malien. Nous traitons de questions de nature politique et de sécurité. Ils s'imposent d'elles-mêmes, mais il est clair que le comité stratégique bilatéral a vocation à stimuler les actions humanitaires, comme il s'agit surtout de veiller à ce que les maux tels que les crimes transfrontaliers organisés, tels que les trafics de drogue, évidemment tels que les activités terroristes, que ces pratiques-là soient contenues, soient endiguées. La 3e réunion du comité bilatéral permet aussi de renforcer les liens de coopération entre Alger et Bamako. Nous espérons que ce comité bilatéral stratégique
qui est un cadre supplémentaire à notre cadre de coopération ordinaire qui existe déjà à travers les commissions mixtes et le comité bilatéral frontalier, permet aussi d'élever à une échelle qualitative plus élevée notre dialogue. Nous apprécions énormément l'assistance de l'Algérie, en particulier l'importante aide humanitaire qui a été décidée par les plus hautes autorités algériennes pour venir au secours des populations maliennes, en particulier les populations du Nord. La partie algérienne réaffirme son engagement auprès du Mali tout en respectant les 3 principes: unité, intégrité territoriale et laïcité de l'État. Cela en vue d'un Mali de paix où il fait bon vivre. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a reçu en audience ce matin le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Soudan. Les échanges entre les 2 parties ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. À cet effet, les 2 parties ont convenu de la création d'une commission mixte de coopération et cadre approprié pour prendre en charge les différents domaines de cette coopération. Les 2 ministres ont également saisi l'occasion pour faire le point de la situation sociopolitique dans leurs pays respectifs. Le ministre d'État soudanais a salué l'évolution positive de la situation au Mali, à laquelle il a réaffirmé le soutien total de son pays. Ici, à Bamako, la Banque africaine de développement BAD célèbre ses 50 ans de parcours. Pendant toute la célébration, il sera question pour l'institution de financement de porter un regard rétrospectif et de se projeter dans l'avenir pour ce qui est de la transformation de l'économie du continent à Ouitouré. C'est bel et bien parti pour la célébration du 50aire de la Banque africaine de développement BAD. La première institution de financement du continent a effectivement lancé ses premières activités le 10 septembre 1964. Le Mali a fait partie des pays fondateurs. L'occasion était toute trouvée. Et avec beaucoup d'émotion, la représentante résidente de la BAD a rendu hommage au premier cadre malien de l'institution. Je voudrais nommer ici Sékou Cheikh Traoré, père fondateur et membre du comité de rédaction de la charte de la BAD, M. Louis Nègre, un des premiers vice-présidents de la BAD, ainsi que M. Alioune Blondabel, qui a été secrétaire général de la BAD et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. 50 ans donc pour faire le point et se projeter dans l'avenir, telle est l'ambition affichée par l'ensemble des responsables du groupe. De la première intervention en 1974 pour le Mali à la date d'aujourd'hui, 120 projets ont été financés. De la date de la création à nos jours, la BAD, tout guichet confondu, a approuvé le financement de 120 opérations pour un montant cumulé total de 871 milliards de francs CFA, couvrant les secteurs du développement rural, de l'eau, de l'assainissement, des transports, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des appuis budgétaires et institutionnels. Dans le but d'accompagner le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle que le pays a connue en 2012, la Banque a adopté une stratégie d'appui à la gestion de la transition pour la période 2013-2014. Pour 2014, nous envisageons d'approuver 4 opérations dans les domaines de l'agriculture et du développement durable, des routes et de l'énergie. Enfin, nous ferons un appui budgétaire général pour appuyer les réformes en matière de gestion macroéconomique et de finances publiques. Madame le ministre de l'Économie et des Finances, représentant le Premier ministre à la cérémonie, ne pouvait qu'afficher sa totale satisfaction devant un tel tableau soutenu par une projection des différentes réalisations du groupe. Je pense que mon plaisir est double de venir à cette cérémonie et de participer avec vous à cette journée solennelle et très importante pour notre institution continentale qu'est la BAD. C'est vrai que 50 ans déjà que les Africains ont décidé de se mettre ensemble et rejoints en cours de route par de bonnes volontés, toujours animés de bonnes choses pour l'Afrique, qui ont accepté de nous aider à élaborer ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Qu'ils en soient tous remerciés ici, au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. On le voit, le groupe de la Banque est en fête et les festivités vont se poursuivre la semaine prochaine à Kigali, au Rwanda, où sont attendues plusieurs personnalités, dont beaucoup de chefs d'État du continent.
Le monde des affaires encore, les activités du réseau Entreprendre Mali viennent d'être lancées à Bamako. L'objectif est de créer un environnement favorable à l'existence et au développement de petites entreprises. Youssouf Diakité. Contribuer au développement socio-économique du Mali, surtout l'objectif numéro 1, le développement durable. Voilà toute la motivation de la diaspora malienne à mettre en place ce qu'ils ont appelé Entreprendre Mali, un réseau d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs soucieux du développement de leur pays. Toutes ces entreprises contribuent fortement au rayonnement culturel et économique de la France au Mali et à travers le monde, avec le souci permanent d'investir dans la formation de qualité pour faire face à des marchés de plus en plus exigeants et très pointus. Ces entreprises ont à elles seules 5 à 6 fournisseurs minimum en France, ce qui génère de l'emploi et qui crée un flux économique entre nos deux pays. L'initiative est fortement soutenue par les autorités françaises. Nous allons après cette étude appuyer le gouvernement malien pour restructurer ce secteur si le gouvernement malien le souhaite, à travers des facilités, et on intervient déjà à travers d'autres structures qui s'appellent Niesigiso, c'était CVK également dans le passé, et Microcred aussi, dont on a financé l'appui à la création. Donc là, vous imaginez bien qu'à travers ce type d'intervention, on touche des milliers d'initiatives de petite taille. Faire des affaires ensemble, ça veut dire se marier pour longtemps. Ça veut dire des échanges, ça veut dire des familles qui se connaissent aussi, et puis ça veut dire à la fin deux pays qui progressent parce que chacun y gagne tout simplement. Une initiative saluée par le gouvernement du Mali à travers le département de la promotion des investissements. Tous les intervenants conviennent qu'aucun développement n'est possible sans une volonté politique affichée, surtout pour la cause du développement des entreprises, facteur de création d'emplois et de croissance économique. Les activités de la 4e édition de la journée des banques et établissements financiers du Mali se poursuivent au CICB. Ce deuxième jour a été consacré à une conférence débat sur les effets de la crise de 2012 sur l'économie malienne, rôle des banques dans sa relance. Nyanya Aliou Traoré, les détails. C'est devant un public jeune et attentif, composé en partie d'étudiants, que les deux thèmes de la conférence débat de cette 4e édition de la journée des banques ont été développés. Durant 30 minutes chrono, Moussa Alassane Diallo a rappelé et expliqué les effets de la crise de 2012 sur le secteur banquier. La crise de 2012 a atteint même les fondamentaux de l'économie malienne, si bien que l'ensemble des agrégats économiques du Mali ont été affectés. Mais cette situation aussi a été aggravée par la suspension de l'aide financière, à la fois bilatérale et multilatérale. Les banques ont fortement ressenti la crise de 2012. C'est d'abord les dégâts qui ont été causés aux banques elles-mêmes. Des dégâts physiques, matériels et même des pertes d'argent. J'ai eu l'habitude de rappeler que globalement les banques ont perdu 18 milliards. Dans l'exposé du président de l'APBF, il ressort que le Mali a connu une récession économique de moins 1,2% en 2012 contre 5,6% avant la crise. Mais aujourd'hui, l'espoir est permis avec la normalisation du processus démocratique. Que faut-il faire donc maintenant pour relancer notre économie? Les banques proposent. Pour la relance de l'économie, il y a deux aspects essentiels. Le premier aspect, c'est d'assurer d'abord la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas d'affaires. Ça, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi prendre des mesures pour assainir le climat des affaires. Pour la relance, l'année 2013 a été déjà un vecteur assez important quand on voit le total bilan des banques de la place, et la BICIC n'en fait pas défaut. Elle a participé d'une manière assez importante sur des opérations assez importantes pour le pays dans les secteurs les plus visibles. La BICIC a joué son rôle et elle va continuer dans cette période de relance à jouer un rôle assez important. Le deuxième thème a porté sur l'impact de la communication sur le développement de la monétique dans la zone UEMOA. Un thème présenté par le directeur du GIM UEMOA. Blaise Aouchede a insisté sur le rôle et la place de la monétique dans un monde à dominance technologique. Pour booster le travail des banques, je vous le disais en titre, le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre ce samedi la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Placé sous le thème « Le large bande au service développement durable », l'événement a été marqué par l'organisation d'une conférence à la faculté des sciences et techniques
C'était en présence du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mahamadou Kamara. Reportage Daouda Sidiki Diara. Les technologies de l'information et de la communication constituent de nos jours l'outil de développement durable. L'engagement des autorités maliennes à développer les infrastructures et à promouvoir les offres de services à moindre coût doit interpeller la jeunesse estudiantine à s'approprier l'éthique. Voilà pourquoi le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication a organisé cette conférence à la faculté des sciences et techniques sous le thème « Les larges bandes au service du développement ». Le sommet mondial sur la société de l'information a reconnu que la large bande a la capacité de faciliter la mise à disposition d'une plus large gamme de services et d'applications, de promouvoir les investissements et de fournir l'accès à Internet à des prix abordables, aussi bien aux utilisateurs existants qu'aux nouveaux utilisateurs. Il est à noter que les abonnements atteindront au niveau mondial, toujours à la fin de cette année, les 2,3 milliards, avec un taux de pénétration moyen de 32% environ. Ce taux est estimé à 84% dans les pays développés, mais il n'atteint que 21% dans nos pays en développement. Depuis les 5 dernières années, notre pays a fait des progrès remarquables. Des investissements ont été faits par les opérateurs afin de construire 6 000 km de fibres optiques. Toutes choses qui permettront au Mali d'être connecté aux larges bandes avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Cela veut dire que dans quelques années, l'ensemble du territoire sera couvert grâce à la fibre optique, ce qui permettra à tous nos compatriotes partout sur le territoire d'avoir accès à Internet à haut débit. La large bande est une très bonne initiative. C'est une initiative prospective pour le Mali, non seulement de permettre aux Maliens d'être ouverts sur le monde extérieur, puis de permettre aussi aux Maliens de mieux échanger avec le monde extérieur et de permettre aussi le développement du pays. Les progrès réalisés lors des dernières décennies ont apporté la preuve que les TIC peuvent offrir aux plus démunis la possibilité d'améliorer leur qualité de vie. Malgré ces progrès, des défis importants restent à relever, entre autres l'accès au haut débit dans les milieux ruraux, la réduction des tarifs des services de communication et d'Internet. L'AGETIC était aujourd'hui au centre multimédia communautaire de Baguineda pour commémorer cette journée. Les organisateurs entendent apporter leur contribution dans le domaine de l'agriculture, de la santé et de l'éducation à travers la technologie de l'information et de la communication. Compte rendu Moussa Fani. L'objectif de cette conférence débat est de vulgariser les technologies de l'information et de la communication en milieu rural. C'est pourquoi le conférencier a expliqué les larges bandes aux participants. Le développement de cet outil, a-t-il fait savoir, offre des opportunités aux paysans. Tout le monde sait que les activités de l'agriculture au Mali, c'est généralement l'élevage, l'agriculture et la pêche. Donc en agriculture, ils peuvent, à travers l'utilisation de large bande, connaître des innovations, n'est-ce pas, obtenir des informations des autres qui ne pratiquent plus l'agriculture traditionnelle. Large bande, c'est-à-dire c'est une façon de transmettre l'information d'une manière rapide, n'est-ce pas, sans distorsion, sans déformation, n'est-ce pas, et d'avoir la réponse sans problème. Les TIC permettent également aux consommateurs d'avoir accès aux services bancaires. Le sous-thème développé ici est le large bande au service du développement durable en milieu rural. Les TIC peuvent contribuer à une utilisation plus rationnelle de l'irrigation, permettant d'économiser jusqu'à 70% d'eau dans certains réseaux de distribution. Les TIC peuvent stimuler l'efficacité et la gestion des ressources, augmenter le niveau de vie des populations rurales et accroître la sécurité alimentaire. La conférence débat qui s'est déroulée au centre de multimédia communautaire de Baguineda a regroupé plusieurs responsables de la ville et les élèves de certains établissements de la place. Ségou attend avec impatience cette technologie. En 4e région, le ministre du Développement rural a visité le canal de Dioro. Bokari Treta a ensuite rencontré l'ensemble des responsables de l'officerie Ségou pour examiner le plan de campagne 2014-2015 de la structure de Ségou. La correspondance de Dougou Fana Traoré.
Au Officierie de Ségou, le ministre Bokari Treta a d'abord visité le chantier de récalibrage du canal de Djoro. Ici, les travaux sont exécutés à 40% contre 88% des délais consommés. Il est essentiel que les dispositions soient prises, d'abord pour évaluer et situer les responsabilités. Si c'est l'entreprise qui est en faute, on agit. Mais maintenant, si concrètement les travaux sont au-delà de l'expression du contrat, en ce moment, on prend les dispositions donc dans l'intérêt et du projet et des producteurs. Pour l'entreprise, le retard est rattrapable d'ici le début de la campagne agricole, car de nouveaux engins seraient arrivés sur le chantier et il ne restait plus que 2 km sur les 21 km du contrat selon ses propres termes. Après ce chantier, le ministre Treta s'est réuni avec l'ensemble des cadres et responsables des producteurs de l'ORS. Objectif, s'imprégner du plan de campagne de l'ORS et il ressort de ce plan de campagne 2014-2015 que l'ORS se propose de réaliser 68 021 tonnes de riz paddy et 183 083 tonnes, toutes céréales confondues. Ces tonnages sont faibles, a dit le ministre Treta. L'officierie de Ségou peut mieux faire. J'ai profité pour examiner le bilan de campagne l'année dernière et le plan de campagne 2014. J'ai estimé que les objectifs vraiment de campagne de 2014 de l'Office étaient faibles. J'ai souhaité que les cadres nationaux qui m'accompagnent dans cette mission, notamment le directeur national de l'agriculture, en rapport avec le nouveau directeur de l'Office, révisite les objectifs à la hausse. Je pense que l'Office du riz, Ségou a des capacités, a des potentialités pour faire produire davantage et mieux par les producteurs à l'officerie. Le ministre Treta a aussi rencontré l'ensemble des responsables de son département en vue de mieux coordonner le plan de campagne 2014-2015 dans la région de Ségou. Sur un tout autre plan, le Centre de la bande dessinée vient de lancer sa revue dédiée à l'éducation et à la citoyenneté. Le document intitulé 100% BD citoyenne vise une large sensibilisation des jeunes sur la citoyenneté, compte rendu Chakoumar Sangaré. La bande dessinée appelée BD est l'histoire en dessin où les dialogues entre les personnages sont transcrits dans des bulles. Selon les initiateurs, ce 9e art peut être un bon moyen d'expression pour inciter les jeunes à la lecture. La revue bimestrielle 100% BD est une initiative du Centre de la bande dessinée avec l'appui financier de la coopération suisse. Objectif, apporter un plus à la littérature en incitant les jeunes à la lecture. Nous sommes spécialisés dans la publication d'ouvrages destinés aux tout-petits, aux jeunes et aux adultes. Notre projet sur la citoyenneté, c'est pour que la jeunesse puisse, à travers la bande dessinée, comprendre ce qu'est la citoyenneté. L'hymne national à l'école, connaissance de la commune, le respect sont entre autres thèmes traités dans cette première parution. Une parution qui, au dire du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, cadre avec la politique de l'État en la matière. L'initiative de 100% BD citoyenne participe également dans le cadre de cette politique nationale de promotion de la lecture. Parce qu'aujourd'hui, particulièrement, s'agissant de notre pays, s'il y a un défi à relever, c'est celui de la reconstruction citoyenne. Et je pense que c'est également la raison pour laquelle le président de la République a tenu à reformuler la dénomination du département de la jeunesse pour lui assigner à titre principal justement cette construction citoyenne qui est une condition sine qua non de notre développement. La revue 100% BD est pour le moment animée par des auteurs de bandes dessinées maliennes. Cette publication gratuite favorisera à coup sûr une lecture au service de la citoyenneté. Retour à Kidal, je vous le disais d'ailleurs, le Premier ministre et les membres du gouvernement qui l'accompagnent sont au camp 1 de la région sous la protection de l'armée malienne. Le Premier ministre appelle l'ensemble du peuple au calme et à la vigilance. Nous avons joint à l'instant le chef du gouvernement que nous écoutons. Nous avons échangé avec vous aux environs de 16h30 aujourd'hui. Vous étiez à Kidal. Alors actuellement, il est 20h25. Où êtes-vous actuellement, monsieur le Premier ministre? Oui, comme vous le dites, à 20h25, nous sommes actuellement au camp 1 de Kidal,
le camp des forces armées et de sécurité du Mali. Nous sommes sous la protection des forces armées de notre pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 20h25. Il y a eu, comme vous l'avez dit depuis mon interview de 16h30, des évolutions que je peux considérer comme malheureuses. À 16h30, je vous ai donné l'interview du salon du gouverneur. Donc j'étais au gouvernorat. Et nous étions sous des coups de feu, comme vous en avez sans doute entendu. À la fin de cette réunion-là, nous avons prévu de repartir en hélicoptère à Gao. Donc nous avons pris nos véhicules et nous nous sommes dirigés vers le camp 2 de Kidal qui est sous le contrôle de la MINUSMA. Mais arrivé au camp 2, il nous a été indiqué que les conditions météo empêchaient à l'hélicoptère de voler. Nous avons donc pris la résolution de revenir au camp 1 sous la protection des forces armées du Mali. Mais nous avons été surpris de constater au moment de notre retour que les groupes armés ont décidé d'intensifier les attaques sur le gouvernorat. Attaques qui leur ont permis d'occuper le gouvernorat et de prendre en otage un certain nombre de responsables qui y étaient. Les forces armées de sécurité n'étant plus là et étant en direction du camp 1 de l'armée. Le gouvernorat était en situation normale, comme c'était le cas il y a une semaine, c'était le cas il y a 2 semaines. Il y avait juste quelques éléments pour assurer la sécurité de routine. Ils ont profité de ce moment-là, en violation de tous les accords possibles et imaginables pour investir le gouvernorat et prendre en otage les agents qui y étaient. Donc à l'heure où je vous parle, il y a eu beaucoup de combats. Nous attendons la conclusion de la situation pour faire état d'un bilan. Mais le gouvernorat, nous n'avons pas encore d'éléments sur le fait que le gouvernorat soit sous le contrôle de l'État. Monsieur le Premier ministre... Mais ce qui est sûr, c'est que les forces armées de sécurité du Mali sont sur le terrain et s'emploieront pour que très rapidement le gouvernorat revienne sous le contrôle de l'État. Donc c'est aujourd'hui à 20h27 ce qui peut être noté. Seulement, ce qui se passe actuellement est militaire et sécuritaire, certes, mais c'est éminemment politique. Et nous allons apporter les réponses politiques appropriées avec les hautes directions que nous indiquera le chef de l'État, Inch'Allah. Tout simplement, nos compatriotes gardent le calme et la sérénité. C'est une situation dans laquelle nous devons être sereins et faire en sorte que l'État l'emporte. Que l'État étendre sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Nous sommes en train d'y travailler et Inch'Allah, nous y arriverons. Merci, Monsieur le Premier ministre. Voilà le reportage complet de nos envoyés spéciaux Mamadi Kone et Adama Kamara dans nos prochaines éditions. Ici à Bamako, le président mondial de la Jeune Chambre internationale est en visite dans notre pays. Il vient d'animer une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les valeurs de cette organisation. Abdul Karim Kaba. Reconnu parmi les meilleurs dans la zone Afrique et Moyen-Orient de par son engagement, la Jeune Chambre internationale Mali a cédé l'instance suprême de l'organisation. D'où la visite du président mondial de la Jeune Chambre internationale dans notre pays. Pour Chan Baskaran, la JCI Mali mérite respect et considération et il se dit fier de la Jeune Chambre internationale Mali. JCI avait une mission, que nous irons dans les pays les plus forts qui font un travail excellent. Et voilà pourquoi je suis au Mali, pour renforcer la JCI Mali et mettre la JCI Mali en concordance avec la JCI Internet. Pour lui, la force de la Jeune Chambre internationale se trouve dans son organisation locale, où les membres œuvrent nuit et jour pour le bien-être de la communauté. Dans son agenda du séjour malien, le président mondial de la Jeune Chambre internationale a assisté à la cérémonie Sauvons l'école des tout-petits. Ce projet de Bamako Elite consiste à venir en aide aux enfants des parents démunis.
Le projet Sauvons l'école des tout-petits, un enfant, un parrain, est un projet qui consiste à venir en aide en fait à une école communautaire qui s'appelle Fadinguru, afin qu'elle puisse continuer à faire ses activités de scolarisation des enfants démunis. Si nous pouvons nous occuper de la partie éducationnelle de ces enfants, dans quelques années, ce seront eux nos leaders du futur. Et ils seront là, indépendants, et ils pourront s'occuper d'eux-mêmes et de la communauté. À travers les différentes activités, le président mondial de la Jeune Chambre internationale a été épaté par la JSAI Mali. Pour immortaliser le séjour malien, c'est la place de la Jeune Chambre internationale qui a reçu la visite de Chan Baskaran. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a procédé au lancement de l'opération de curage de caniveaux. Cette opération va concerner toute la commune et son coût est estimé à plus de 72 millions de francs CFA. Mohamed Ouldouma-Mouni. Ce coup de pelle du maire de la commune 4 du district de Bamako a donné le ton de l'opération curage des caniveaux. Depuis 2009, les responsables de cette municipalité organisent une telle opération. Chaque année, nous curons les caniveaux, mais la particularité de cette année, c'est que les autres années, on curait dans les quartiers. Et les populations curaient, on l'appelle la mairie, et la mairie les ramassait en prélude des inondations de l'hivernage. Mais cette année, nous sommes sur les grandes artères, parce que l'AGEROUTE nous a écrit cette année qu'il ne peut pas faire face à ce travail. Donc nous avons ajouté ce travail à ce que nous faisons d'habitude. D'un coût total de 72 millions de francs CFA, cette opération de curage de caniveaux concerne une grande partie des caniveaux de la commune. Ceci dans le but de faciliter l'écoulement des eaux usées. Techniquement, sur le terrain, on est en train de voir comment on peut respecter les normes. C'est-à-dire faire le curage et faire le ramassage des ordures. Ça, c'est les normes techniques que nous voulons respecter pour pouvoir lutter contre les inondations durant cet hivernage. Cette opération de curage s'étale sur une période de 3 mois. Le maire de la commune 4 du district de Bamako a demandé à la population de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Dans le cadre des festivités marquant les 20 ans de l'ère démocratique d'Afrique du Sud, sa représentation au Mali et la galerie Médina ont organisé une exposition en hommage à Nelson Mandela. C'était à la médiathèque de Médinakoura. Cette exposition, qui se tient jusqu'au 31 mai, retrace la vie de l'ancien président sud-africain qui nous a quittés. À titre de rappel, le 5 décembre 2013, sur place, l'assistance a pu voir une 50aine d'œuvres et autres objets aux couleurs du pays arc-en-ciel. Pour plus de précisions, écoutons l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Mali, Rantombeng William Mokou, est au micro de Modibo Soirée. Cette exposition, c'est juste pour montrer aux Maliens comment nous avons célébré le 20 ans de l'Afrique du Sud. Le combat que Mandela a combat contre l'apartheid. Ici aussi, il y a des tableaux qui montrent Mandela. Ça montre aussi ce que l'Afrique du Sud a déjà fait dans les 20 années. Le progrès que l'Afrique du Sud, le nouveau Afrique du Sud, il a déjà fait. Nelson Mandela il représente tout le monde. Il représente l'espoir de tout le monde en Afrique du Sud, sur le continent, tout le monde dans le monde aussi. C'est quelqu'un qui est une icône de tous les gens dans le monde. Football, Coupe de la Confédération, lors de la première journée des rencontres de poule dans le groupe A, joué cet après-midi au stade Modibo Keïta, l'AS Real de Bamako a été tenu en échec par la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire, 1 but partout. Le compte-rendu du match avec Ali Djoumatina. Comptant pour la première journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération, l'affiche AS Real de Bamako, tout de noirs et blancs vêtus, et les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa n'a pas été très palpitante en première période. Malgré cet état de fait, les deux nettes occasions des 45 premières minutes seront à l'actif de l'AS Real. Moussa Koné à la 10e minute rate cette offrande de Ali Badrassi. Avant de voir à la 19e minute sa frappe déviée in extremis par le gardien de but de l'ASEC. Ainsi, il n'y aura plus rien jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, la physionomie du jeu va changer. Et c'est finalement sur des coups de pied arrêtés que les deux équipes vont réussir à marquer. D'abord à la 57e minute, l'ASEC ouvre le score à la suite d'un coup franc décomposé par Mvondo Douksa. La réplique des Scorpions intervient à la 81e minute sur penalty, transformé par Moussa Koné. Score final
1 but partout. On ne s'attendait pas à un match facile. Bon, c'est vrai, on était venu pour les 3 points, c'est des matchs de poule. Bon, si on ne parvient pas à l'avoir, le plus important pour moi, c'était de ne pas perdre ce match. Ensemble, ça a été un bon match. En face, on avait une bonne équipe qui sait jouer au foot. Je pense que déjà, c'est important. Il faut être à 2 pour jouer au foot. Chacun a eu un temps fort et puis un temps faible. Pour nous, on prend un point. Je pense que c'est des matchs à points. Surtout qu'on est en déplacement. On prend un point, c'est pas mauvais. L'autre match de cette poule A, devant mettre aux prises AC Léopard du Congo-Brazzaville et le Coton Sport des Garoua du Cameroun, a été reporté. Lors de la 10e journée, prévue la semaine prochaine, l'AS Real se déplacera chez les Camerounais du Coton Sport. Quant aux Ivoiriens de l'ASEC, ils recevront les Congolais de l'AC Léopard. Championnat national de Ligue 19e journée en ouverture hier au stade Mamadou Konaté. L'ASB a battu le CSK 2-1. La seconde rencontre a été remportée par le CS Dougouloula 1-0 devant l'AS Police. Le résumé des 2 rencontres avec Diarra Konaté. Au compte du match inaugural de la 19e journée de Ligue 1, les Bleus du San Salif Keita s'inclinent 2-1 face à l'ASB. À ce stade de compétition, les erreurs défensives sont fatales. À la 30e minute, Mohamed Koumaré s'est défait de son vis-à-vis pour battre le portier adverse à l'angle fermé. 8 minutes plus tard, Malik Berté, en plein axe, sans pitié marque le deuxième but de l'ASB avant la pause. Les centristes inquiétés décident en seconde période. Sidi M. Keita réduit le score pour le San Salif Keita. 2-1, score final. L'ASB s'est refait une santé avant la suite du championnat. Les enfants, ils ont bien joué. Ils ont mieux le Mao. Chaque semaine, on prépare match par match. C'est pour cela qu'on a créé des occasions, on a concrétisé ça. Et quand tu es atteint moralement, psychologiquement, tu ne peux pas aller à 100% de tes moyens. Depuis les 15 premières minutes, l'arbitre a essayé d'imposer son autorité sur le terrain dû à des cartons et puis même pour les réservistes aussi. Donc les jeunes ont été atteints moralement. Juste après, l'AS Police, qui avait accroché le 7 d'Ouronfla à l'aller, à Koulikoro 0-0, s'est fait surprendre 1-0 au stade Mamadou Konaté. Les policiers sont réduits à 10 à la 65e minute. Suite à une nette domination des visiteurs, l'AS Police cède. L'unique but de la rencontre est inscrit à la 77e minute, une réalisation de Sori Idamele. On a joué en 4-4-2, maintenant ça a marché. Mais on est tombé sur une équipe de l'AS Police. Très athlétique. C'est ce qui n'a pas facilité la tâche. Les consignes n'ont pas été respectées à 100%, mais je crois qu'à un moment donné, c'est les joueurs même qui font les jeux. L'entraîneur n'a pas toujours besoin de dire à un joueur comment jouer. Les joueurs de cette village se relancent en Ligue 1 pour une place honorable. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain pour la grande édition du soir. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Amara Malé Diallo. Bonsoir à nos téléspectateurs de Kidal. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.